Puis, en commençant, je vais vous présenter Gabrielle Garon-Carrier. La seule erreur que je ne devais pas faire, je l'ai faite, désolée. Je suis stressée. Gabrielle, elle va venir nous dire un petit mot, mais il faut aussi que je la présente. Puis là, c'est sur 2 pages, puis j'aurais pas dû faire ça. Gabrielle est professeure au département de psychoéducation à l'UDS, est aussi autrice pour le magazine Découverte Science. Et j'ai tout écrit, j'ai tout écrit, là, je me retrouve plus dans mes notes. OK, je vais prendre mon temps de lire mes notes. OK, et aussi découverte de l'année, selon le magazine Québec Science. OK, bon, je l'ai eu. Elle a aussi présentation, ça je le sais par cœur, est venue l'année passée aux Grandes Découvertes, puis elle a fait une super belle présentation. Là. En tout cas, c'est une belle personne à qui jaser. Là. Elle vous dit plein d'affaires, puis c'est vraiment intéressant. Donc, elle va venir, ça va être la première personne à nous présenter, puis elle va aussi venir donner un petit mot en commençant. Désolée, là, j'ai tout botché la présentation. Oh, non, ça, c'est mon micro. Je suis désolée. Je te donne le petit... Elle partage pas. Fait que... tu peux te lancer. Merci beaucoup, Laurie, pour la belle introduction. Je m'appelle Gabrielle Garon-Carrier. J'ai été découverte de l'année selon le magazine Québec Science en 2023. Voilà. Hey, bonsoir tout le monde! Ça me fait plaisir d'être là ce soir avec vous! Yeah! Puis d'échanger sur un sujet qui me passionne. Alors, ce soir, j'aimerais commencer en fait en vous parlant qu'en novembre dernier, il y a un dossier qui a été publié dans la presse qui a fait beaucoup jaser dans le domaine de l'éducation. Ce dossier-là disait, entre autres, que les enfants d'aujourd'hui sont de moins en moins autonomes. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est une série de 2 articles qui ont été publiés dans la presse puis qui étaient étoffés de différents témoignages de la part des enseignants. Puis à travers ces témoignages-là, les enseignants rapportaient, par exemple, qu'au plan moteur, les enfants ont plus de difficultés qu'avant à ouvrir des collations comme peler une banane ou une orange, tenir un crayon, découper avec des ciseaux ou attacher les lacets de leurs souliers. À travers ces témoignages-là, les enseignants rapportaient aussi qu'au plan émotionnel et cognitif, les enfants ont plus de difficultés qu'avant à gérer les conflits dans la cour de récréation, vont dire plus souvent qu'ils ne sont pas capables de faire une tâche et vont même demander de l'aide, ou pas juste demander de l'aide, demander qu'on le fasse à leur place. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, comme parent, puis comme professeur qui œuvre dans le domaine de l'éducation, puis dans l'enseignement, ce témoignage-là, puis ce reportage-là était assez saisissant. La raison pour laquelle je vous en parle ce soir, c'est qu'un passage m'avait particulièrement marqué. C'est celui de Luce, enseignante de première année, qui dit « Les enfants n'ont pas appris à faire les efforts nécessaires. Beaucoup me demandent « Peux-tu le faire à ma place? » Ils ont moins de tolérance à l'effort. » Sans le savoir, Mme Luce venait de mettre le doigt sur ce que des années de recherche dans le domaine de l'éducation nous a appris. En ce qui prédit le succès scolaire, la réussite, ceux qui vont poursuivre dans les études postsecondaires, ceux qui vont s'épanouir sur le marché du travail, même si le travail à accomplir est très difficile et colossal, ultimement, ce n'est pas nécessairement les individus les plus talentueux, les surdoués, ceux qui ont les meilleures capacités intellectuelles, ceux qui ont les meilleures habiletés langagières, ou même ceux qui souhaitent, ceux qui ont le meilleur QI, j'oserais dire. Ultimement, ce sont les personnes les plus tenaces. Et c'est ça la ténacité. C'est la tolérance à l'effort. C'est l'endurance. C'est d'avoir le désir de persévérer, de poursuivre pour atteindre des objectifs à long terme. C'est de s'accrocher à ces objectifs-là jour après jour, pas juste pour une semaine, pas juste pour un mois, mais pour des années, de travailler très fort pour y arriver. Donc, autrement dit, là, la ténacité, c'est comme la fable du lièvre et de la tortue. Puis, je me suis permis de vous la raconter ce soir. J'aurais aimé ça vous faire une belle animation, là, mais force est de constater que j'ai juste copié-collé
une photo d'un lièvre et d'une tortue sur un PowerPoint, mais c'est pas grave. L'histoire va comme suit. Alors, c'est l'histoire d'un lièvre qui se moquait toujours de la lenteur de la tortue. Fait qu'un bon jour, la tortue, tannée de se faire agacer par le lièvre, a décidé de le mettre au défi et de lui proposer de faire une course. Le lièvre accepte le défi sans problème, sans hésitation. Il savait qu'il remporterait la course facilement parce qu'il est de nature beaucoup plus doué pour la course à pied et beaucoup plus rapide que la tortue. Fait que, au moment de la course, la tortue se met en marche et puis le lièvre, lui, s'élance à toute vitesse, se met à courir très rapidement et laisse la tortue très loin derrière lui. Il était tellement rapide qu'il a même décidé de prendre une petite pause. De toute façon, la tortue est tellement lente qu'elle ne pourrait jamais le rattraper. Fait que le lièvre a décidé de faire une sieste. Il s'est allongé sous un arbre et s'est endormi profondément. Mais pendant ce temps-là, la tortue, elle, poursuivait la course, lentement mais sûrement, sans s'arrêter. À son réveil, le lièvre constate que la tortue est presque arrivée à la ligne d'arrivée, donc pris de panique, il se met à courir le plus rapidement possible pour rattraper son retard. Mais il était déjà trop tard. La tortue avait déjà franchi la ligne d'arrivée. Et à ce moment-là, le lièvre, complètement déconcerté, a quand même compris une grande leçon. C'est que rien ne sert de courir, il faut partir à point. La tortue avait remporté la course grâce à sa persévérance et sa régularité. Autrement dit, la vitesse n'est rien sans la constance, et celui qui travaille lentement, mais sûrement, peut aussi se rendre loin. Et c'est ça la ténacité, c'est de vivre sa vie comme si c'était un marathon et pas un sprint. Donc, la fable du lièvre et de la tortue a été écrite en 1668, c'est-à-dire bien avant l'ensemble des découvertes scientifiques qu'on a faites dans le domaine de l'éducation et qui nous a appris ou qui nous a permis de mieux comprendre qu'au-delà des capacités intellectuelles et des compétences de l'enfant, c'est cette fameuse caractéristique de la ténacité, de la tolérance à l'effort qui permettait de distinguer les meilleurs élèves, ceux qui se rendent le plus loin, ceux qui vont accomplir leur objectif à long terme. Et ça, ça a été démontré dans une variété de circonstances où des enfants puis des adultes ont été étudiés dans différents contextes, dans des circonstances très difficiles, en fait. Puis, ce que ça nous a permis de savoir, dans ces circonstances-là très difficiles, c'est que chaque fois, on souhaitait répondre à cette question, c'est-à-dire qui va le mieux réussir dans ces circonstances-là et pourquoi. Et là, je vous parle de travaux qui ont été menés par une professeure à l'Université de Pennsylvanie, Angela Duckworth, où avec son équipe de recherche, ils se sont rendus à l'Académie militaire de West Point, qui est une école militaire très prestigieuse aux États-Unis pour laquelle le processus de recrutement est très sélectif et très compétitif. Et ce qu'ils ont tenté de comprendre, c'est de savoir quel cadet va se rendre jusqu'au bout de leur formation militaire et qui va abandonner en cours de route. Son équipe de recherche est aussi allée au National Spelling Bee, qui est un concours national d'orthographe aux États-Unis, en tentant d'identifier quel enfant irait le plus loin dans la compétition. Et là, on parle ici d'enfants de moins de 14 ans qui ont tous déjà remporté une compétition régionale d'orthographe. Donc, c'est nécessairement des élèves qui ont des bonnes capacités langagières, qui sont motivés. Mais l'idée ici étant de savoir lequel parmi ce bassin de bons élèves vont se rendre le plus loin dans la compétition. Son équipe de recherche a aussi étudié des enseignants en début de carrière qui travaillaient dans des écoles de quartiers défavorisés aux États-Unis, puis ont tenté d'identifier, mais quel enseignant serait encore là enseigné d'ici la fin de l'année scolaire et qui, parmi ces enseignants-là, favoriserait le plus les apprentissages de leurs élèves. Puis, dans d'autres études, son équipe de recherche a aussi fait un partenariat avec des compagnies privées, puis ont tenté d'identifier, en fait, quel employé aurait le meilleur salaire d'ici un an, qui maintiendrait leur emploi le plus longtemps, etc. Et comme vous pouvez vous en douter, d'une fois à l'autre, l'équipe de recherche leur demandait de compléter un questionnaire avec différents énoncés, comme par exemple, les nouvelles idées, les nouveaux projets me distraient parfois des précédents. Les échecs ne me découragent pas, je n'abandonne pas facilement. Je me fixe souvent un objectif, mais je choisis plus tard d'en poursuivre un autre. Puis, à travers l'ensemble des caractéristiques qui ont été mesurées, une de ces caractéristiques-là ressortait comme étant toujours significative pour prédire le succès et la persévérance. Et comme vous pouvez vous en douter, ce n'était pas l'apparence physique, ce n'était pas la santé,
c'était pas le QI, c'était pas l'intelligence sociale, mais c'était la ténacité. Et même ce qu'on a appris à travers ces travaux, c'est que la ténacité n'est même pas associée aux capacités intellectuelles des individus et que l'on peut être tenace dans un domaine, mais pas nécessairement l'être dans d'autres activités de notre vie quotidienne, comme par exemple des activités pour lesquelles on n'a pas d'objectif à long terme ou pour lesquelles ça ne requiert pas nécessairement de ténacité, comme dormir, par exemple, ou écouter la télévision. Mais surtout, ce qu'on a appris à travers ces travaux, c'est que la tolérance à l'effort puis la ténacité, c'est pas seulement dans des circonstances de grande épreuve que ça compte. C'est aussi à l'école. Et c'est ça le constat qu'a fait Mme Luce dans son témoignage. Donc maintenant, je sais c'est quoi la question que vous vous posez. Là. Hein? La fameuse question que tout le monde se pose. Comment faire pour devenir une tortue? Hein? Comment faire pour favoriser le développement de la ténacité de nos enfants? Comment faire pour les garder engagés et motivés dans leurs apprentissages sur une longue période de temps et pendant des années? Comment faire pour les aider à déployer des efforts soutenus et à persévérer malgré les échecs et les difficultés? Et c'est exactement là que les travaux de notre équipe de recherche s'insèrent. Pour être honnête avec vous, on n'a pas encore les réponses à toutes ces questions-là. Ce qu'on sait, par contre, c'est que certains facteurs de notre environnement familial et scolaire, comme des comportements parentaux, des pratiques enseignantes, des facteurs de notre hygiène de vie, peuvent nuire ou, à l'inverse, peuvent promouvoir des comportements d'effort et de ténacité, la motivation et l'engagement qui sont essentiels à la réussite éducative. Alors, si on revient maintenant à notre fameux dossier de la presse qui a été publié en novembre dernier, bien, selon les experts, l'exposition aux écrans serait d'ailleurs l'une des explications possibles pour expliquer pourquoi les enfants sont moins autonomes et moins tolérants aux efforts qu'avant. C'est justement pourquoi on vous en parle ce soir. Donc, c'est avec grand plaisir, en fait, qu'on va vous présenter les travaux de 3 étudiants, les travaux de Gabrielle Cloutier, qui va nous parler d'engagement et de motivation scolaire, ceux de Rachel Surprenant, qui va nous parler de l'effet des jeux vidéo sur la motivation scolaire, et ceux de Nicolas Gilbert, qui va nous parler de l'exposition indirecte à la télévision sur la capacité des enfants à gérer les comportements d'effort. Alors voilà, j'espère que ça va vous plaire. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci, Gabrielle. Donc, ça va faire place à la période de questions. Je vous invite à prendre le micro ou à parler très, très fort. Ne vous gênez pas. Je vois un bras levé. Ah, une personne qui s'en vient vers le micro. Bien, très cool présentation. C'était vraiment une belle progression d'idées. On comprenait bien. Pourrais-tu t'approcher du micro? Oui, belle présentation, belle progression d'idées. C'était vraiment clair. J'avais une question par rapport à, je ne sais pas, à l'idée. C'est juste que l'idée de la ténacité, ça semble très passif d'un certain point de vue de l'étudiant. Est-ce qu'on parle des fois de la capacité d'adaptation, la capacité d'anticipation, si on veut, des épreuves, plutôt que de le placer dans un point de vue défensif, si on veut? Là, je vais répéter la question pour s'assurer que tout le monde a bien compris, puis moi-même que j'ai bien compris. L'idée de la capacité, c'est une caractéristique, puis là, tu veux savoir si on peut l'aborder sous la forme des capacités adaptatives. Oui, c'est ténacité, persévérance, ça semble assez passif, c'est comme une réponse à ce qui arrive. Okay. C'est ça. Fait que c'était de voir s'il y avait aussi une façon de le voir plus en réponse préventive, si on veut, ou capacité d'adaptation, plutôt que de juste tenir le coup, si on veut. Mais en fait, moi, je dirais que la persévérance et la ténacité, c'est pas du tout passif. Ça demande une très grande mobilisation de la part d'un individu pour adopter ces comportements-là de mobilisation de leur capacité. Donc, pour répondre à ta question, ben la ténacité, c'est quand même quelque chose qui se distingue des habiletés adaptatives. C'est quand même quelque chose qui se distingue aussi de l'autorégulation. C'est un concept en soi. Au plan scientifique, ce concept-là se rapproche un petit peu plus d'un certain de trait de personnalité. En anglais, on va parler du grit, si on veut. Donc, cette capacité-là à accomplir ou à poursuivre des objectifs à long terme. Mais bien évidemment, ça prend certaines circonstances pour ça.
entre autres, ben il faut que ce soit dans un domaine qui nous passionne pour avoir le goût de poursuivre dans ces objectifs-là à long terme. Donc, il y a il y a des caractéristiques propres à soi, mais il y a aussi certains facteurs de notre environnement qui peuvent alimenter ces aspects-là de ténacité. Alors, je t'avouerais que c'est pas nécessairement passif, peut-être même plus interactif là, qu'on le pense. Ben, merci beaucoup, ça répond bien. Ça fait plaisir. On aurait le temps pour une deuxième question. Je vois une main levée à l'avant. Ah, OK. Bon, on va prendre au micro. Bien, moi, en fait, là, les deux exemples que tu donnais, c'était comme le militaire, puis un autre, là, le concours, le bi. Puis, je me demandais si le fait d'être en compétition mondialement par rapport à certains domaines, d'élever des standards aussi haut au niveau compétitif, on ne vient pas comme distancer le fait de pouvoir réussir, puis donc démotiver. Fait que finalement, couper la ténacité, en fait. Bien, c'est parce qu'il faut que ça vienne de soi, la ténacité. T'sais, c'est sûr que si tu as un agent qui te pousse ou qui te force à faire ces compétitions-là ou qui te pousse à être dans des circonstances de grande épreuve, bien, effectivement, ça peut peut-être avoir un aspect démotivationnel, mais si ça vient de toi parce que toi, tu as le goût d'accomplir ça, parce que tu es passionné, tu as le goût d'atteindre ces objectifs-là à long terme, ça peut être un facteur qui est très motivationnel, au contraire. OK, mais tu sais, je parlais, les niveaux sont tellement rendus élevés, on a-tu encore la possibilité d'en dépasser certains ou de l'atteindre? C'est plus ça ma question, en fait. Ben oui, il y a toujours la possibilité de se dépasser soi-même. Là, de se dépasser soi-même, oui, mais par rapport au modèle qu'on nous présente avec les réseaux sociaux, tu sais, si je regarde le Red Bull de nos jours, je pense qu'une minorité de la population est capable d'atteindre ces objectifs-là qui nous sont présentés au quotidien, là, de façon... Fait que, je me demandais si ça avait un impact. Une minorité va avoir le goût d'atteindre ces objectifs-là. Dans le fond, moi, je peux regarder une compétition à la télévision puis être tout à fait en admiration devant les athlètes, mais est-ce que moi, j'aurais le goût de poursuivre cet objectif-là à long terme? Pas nécessairement. Là. Ouais. Donc, je pense qu'il y a cet aspect-là qu'il faut que ça t'appartienne, il faut que ça soit une passion, il faut que tu aies envie de faire ça pour pouvoir les atteindre, ces objectifs-là. Hey, c'est vraiment intéressant Merci. tout ce que vous dites, là. Gabrielle, elle va être disponible, je suis certaine, pour d'autres questions, si jamais vous en avez là, à la pause ou même dans son petit coin qu'elle va avoir au BOC pour répondre à vos questions, là, parce que tout ça, c'est intéressant. Donc, je vais être dans le petit coin, la ouais, gang. c'est Okay. Si vous avez des questions, là, vous pouvez me trouver dans le petit coin. Ben, je sais pas où tu étais assis, là. Je voulais pas dire t'es assis là. J'ai dit un petit coin, en tout cas. En tout cas, c'était vraiment une très belle présentation. En tout cas, tu peux retourner à ton petit coin si tu veux. On l'applaudit.